Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre tranche info sur Canal 10. Dans l'actualité de ce vendredi 10 février, nous reviendrons sur le conflit EDF-PEI et ses nombreuses conséquences. Nous aborderons également la suite dans l'affaire du Cabana Beach à Port-Louis. Et pour finir, notre invité du soir, Jules Otto, nous parlera du grand forum à Vieux Habitants, le forum citoyen qui fera escale dans sa commune. Place au JT. Le conflit EDF continue d'occasionner bien des déboires. C'est maintenant au tour de la production d'eau d'être fortement impactée par les longs délestages. En effet, les usines et les stations ne peuvent plus fonctionner à plein régime. Jean-Louis Francisque, le président du SMEGAG, réagit au micro d'Olivier Félix. Tous les foyers guadeloupéens, comme toutes les entreprises, comme toutes les administrations, oui, le SMGAG est aussi perturbé par ces coupures répétées qui se produisent dans le cadre de la grève lancée déjà depuis quelque temps au niveau d'EDF Guadeloupe. Donc, il est vrai que nous arrivons à fonctionner dans certains secteurs, mais d'autres sont plus ou moins impactés, aussi bien sur les usines de production que sur les stations. Donc, nous demandons à cette population qui était déjà en attente, qui était déjà en patience de comprendre que cette problématique touche aussi le SMGAG et par conséquent la distribution normale de l'eau et la gestion normale de l'assainissement. Vous pouvez avoir, oui, quelques impacts qui ont déjà été relevés, mais cela démontre bien que sur notre territoire de Guadeloupe, il y a plusieurs problématiques aujourd'hui à régler. Il y a la question de l'eau, pour laquelle nous mettons en œuvre des actions afin de pouvoir régler cette problématique. Mais il y a encore, la preuve en est, notre fragilité au niveau de l'électricité, ce qui fait que toute la Guadeloupe aujourd'hui est perturbée. Voilà. Et puis, face à vos nombreuses réactions suite aux coupures qui durent désormais plusieurs heures, Michel Lepape est allé à votre rencontre pour recueillir vos réactions. On regarde ensemble. Je ne suis pas d'accord et ce n'est pas normal que les patrons d'EDF coupent l'électricité. Donc, c'est-à-dire que il faudrait de toutes les manières que toute la population descende dans EDF à Villejuif. C'est énervant, c'est agaçant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Ils font chier les mauvaises personnes. Je ne suis pas impactée, mais c'est chiant pour certaines personnes. Et je trouve que c'est injuste également, parce que beaucoup de malheureux perdent ce qu'ils ont et certainement qu'ils n'auront pas les moyens de tout de suite refaire surface. C'est pas top, mais bon, après, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont arriver à quelque chose pour eux, mais c'est embêtant pour tout le monde. Ça devient impossible, ça devient invivable. On est conscient qu'il y a des soucis, on veut bien compatir, il n'y a aucun problème, mais franchement... Ça commence à emmerder mon nez parce que moi qui a fait manger, on ne peut pas préparer les produits avant, alors on est obligé de préparer le jour même. Et il faut couper de l'eau aussi en même temps. Alors dis, continuez à organiser. Mais j'étais en train de dire à la pharmacie qu'il y en a marre, là, ça commence à être relou. Je peux comprendre qu'on ait des choses à manifester, des besoins, mais là, on pénalise tout le monde et ceux surtout qui n'ont rien à voir avec la grève, en fait. Donc... C'est la galère. Donc, il manquerait plus qu'un cyclone, en fait, pour qu'on ait le total. Ouais, pour qu'on ait la totale, il manquerait plus que ça, comme ça, on est bon, quoi. Parce que hier, des cas durant ça, nous avons payé. Nous payons à Bergevin ou à Bachela. Mais Bergevin, pour matin, c'est 2 vigiles qui font un fou quand ils disent on va sortir de la stress. Jamais mot. Au début, on avait des coupures d'1 heure, mais maintenant, les coupures sont de plus en plus longues. Et je pense que pour les appareils électriques, pour les aliments qu'on a en congélation, ça peut devenir dangereux. En cas de ça pas bien de pareil. Parce que normalement, là où en France, tout le temps a marché comme il faut. Et ici... Non, mais dans quel but coupe le courant? Dans quel but? Est-ce qu'on fait ça passer sur les grévistes? Est-ce qu'on fait ça passer sur les grévistes? Ou est-ce que c'est vraiment eux aussi dans le souci de faire un petit peu d'économie aussi? Comme d'habitude, tout n'est nègre contre nègre. Encore une fois,
c'est toujours pareil. Là, il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on soit vraiment informé des choses et qu'on agisse correctement, dignement et qu'on soit réfléchi dans tout ce qu'on fait parce que là, vraiment, c'est pas normal. Si ce que vous me dites là, c'est vraiment la réalité, c'est vraiment pour tourner la population contre les gens qui ne doivent pas se retourner, justement. Encore une fois, nous sommes pris en otage, mais que voulez-vous? Les élus, quant à eux, appellent à reprendre les négociations et sollicitent la raison et l'intelligence de tout un chacun au regard de la gravité de la situation. Maxime Morel. J'appelle à la responsabilité de toutes les parties concernées. Il est inadmissible qu'on puisse couper ainsi l'électricité, peu importe la cause, peu importe les raisons. C'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Il faut penser aux dégâts. Pour les personnes fragiles, il y a des populations aujourd'hui en grande difficulté. Il y a des personnes malades chez elles qui sont sous assistance respiratoire. Là, on joue avec la vie des gens, je tiens à le dire. Puis, il y a aussi l'impact que ça a sur la scolarité des enfants. Et les enfants qui sont dans les situations les plus fragiles, les plus précaires, sont ceux qui vont payer le prix fort. C'est une situation vraiment conflictueuse et catastrophique pour la population, mais également pour le monde économique. Moi, je représente une fédération du tourisme de proximité qui aujourd'hui, on va le dire, des propriétaires aux abois parce que nous sommes en pleine saison touristique avec donc des coupures matin, midi et soir aujourd'hui de plus de 3 heures. Donc vous comprenez bien que les choses sont très 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 compliquées. Nous avons des clients mécontents et il faut expliquer. C'est compliqué pour une saison qui est bonne et donc aujourd'hui nous demandons donc aux personnes responsables de la Guadeloupe de monter au créneau pour que ce conflit cesse. Comme tout conflit social, ça pose nécessairement un problème et encore plus lorsque ça dure. Les impacts sur la population, sur l'économie sont considérables et donc ce que je peux appeler c'est de trouver des solutions ou sinon de prendre le temps pour faire en sorte que les choses avancent, puisque nous le vivons au quotidien. On ne peut plus travailler, on a des personnes qui sont malades. Franchement, il y a un environnement qui nécessairement n'est pas favorable à des mouvements aussi longs et qui risque de devenir hostile à des mouvements aussi longs. Donc j'en appelle à la raison de tout un chacun et j'en appelle à l'intelligence des organisations syndicales et du patronat pour faire en sorte que normalement il ne devrait pas y avoir, on ne devrait pas arriver à ça. Il y a des instances pour ça, on comprenne le temps et ce n'est pas la peine d'aller vite pour essayer d'avoir raison. À noter que sur notre antenne à 20h, Brigitte Zabarel recevra des invités de la section syndicale Force ouvrière EDF. Une grève en cache une autre. Mobilisés depuis le début de la semaine, les agents de sûreté et de sécurité du port autonome de Pointe-à-Pitre ne décolèrent pas après l'échec d'un début de négociation. Ils luttent pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous demandons que nous faisons un travail, faisons-nous des fiches de poste. Pour nous savoir que tel agent, c'est ça qu'il y a fait, tel agent, c'est ça qu'il y a fait. Aujourd'hui, nous travaillons sans conditions de travail, sans fiche de poste. Et là, ça peut, sans consigne écrite, et ça peut pousser nous à l'erreur. Et il ne faut pas oublier, nous sommes des agents de sécurité, sûreté, et nous travaillons dans PC de sécurité. On demande aussi qu'on mette en place pour nous le CE, prime Macron, prime Bino. Il y a un prime encore, ce qu'il n'y a pas bon nous, c'est prime Covid, et conditions de travail en nous, pour respecter toutes les conditions que nous commandons. Nous avons commencé à prendre contact avec la direction. Même jour là, deuxième jour là, le président rapport la recevoir nous, directeur de sécurité recevoir nous parler, nous débattre, ça passait très bien. Et nous décidons de faire une deuxième réunion avec le directeur Assino Garde. Il fait deuxième réunion là avec nous. Là, nous commençons à négocier. Premier point là, il dit nous stop. Il ne peut pas négocier parce que nous syndiqués. Donc nous levons si table. Il reconvoque nous encore dans une deuxième réunion. Nous allons, mais il dit nous comme ça, il peut recevoir nous en tant que personnel, pas de salariés grévistes, pas de syndicat. Actuellement, c'est l'inspection du travail qui prend ça en main.
Son stratégie qu'il faut mettre en place, nous avons constaté ça, d'avoir que première difficulté, c'est qu'il faut faire appel à entreprises qui sont basées en Guyane. Alors qu'il y a des entreprises de sécurité privée qui sont installées en Guadeloupe. Donc, à pas moyen, ça veut dire dès le départ, il y a choisi une entreprise qui n'a pas mis l'habitude à Guadeloupe. Donc, forcément, là où vous avez l'habitude en Guyane, où vous avez une certaine catégorie de salariés qui bien dociles et qui ont coûté tout ça au café, et au arrive en Guadeloupe, où il y a un syndicat comme le GTG qui a dit non, respectez, il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont fonctionné, là tout de suite, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Et nous avons constaté ça aussi dans les autres entreprises. Puisque, comme nous toujours dit et nous toujours rappelé, il faut savoir que ce jour-là, ça, il faut créer les négociations, que ce soit les négociations dans les entreprises à travers les NAO et que ce soit les négociations collectives en branche professionnelle, il n'y a pas qu'à parler bas encore, il n'y a pas qu'à négocier avec. Nous avons l'exemple de Gardel en ce moment. Là, nous demandons des révisions en convention collective qui a daté de 1998. Eh bien, c'est tout en difficulté. Donc, c'est ça, tendance-là qu'on est là, c'est de ne pas négocier. Donc, d'ignorer représentativité à l'UGTG, d'ignorer capacité à syndicat là, ça justement, de doubout, de façader, de négocier et de trouver des solutions et de faire considérer qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas faire rien, on ne peut pas améliorer la situation à travailler. Donc, c'est là que nous y est. Le torchon continue de brûler entre les propriétaires du Cabana Beach et la municipalité de Port-Louis. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, le maire de la ville exposait ses griefs, tandis que les responsables de la structure, empêchés de pénétrer dans l'hôtel de ville, ont émis bien des réserves. Les explications. Nous n'avons pas de problème particulier avec M. Semar du Cabana Beach. Nous avons tendu la main et nous avons fait une proposition d'implantation et se positionner en termes de durabilité parce qu'il est sur une zone protégée, sur les 50 pas géométriques. Et dans ce cadre-là, la commune de Port-Louis est dans une dynamique beaucoup plus de l'accompagner plutôt que de se laisser enfoncer. Par rapport à l'injustice que cette société, que les entrepreneurs sont en train de vivre à l'heure d'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une conférence de presse où nous n'avons pas été reçus, nous n'avons même pas été conviés, et que nous avons des personnes qui ont été conviées de nos médias de presse on leur a refusé l'accès. Voilà. Donc quand on parle de démocratie, la démocratie, on la voit déjà maintenant. On constate à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a une jeunesse qui est mobilisée. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec une municipalité qui empêche aux gens de travailler. On est avec une municipalité qui est en train de faire ses comptes politiques contre la jeunesse. On est avec une municipalité qui dénonce, qui détruit tout ce qui se fait à Port-Louis. On a énormément de jeunes qui sont là, qui ont des activités, qui font des choses, qui ont des idées, qui amènent, qui viennent avec leur richesse, qui font des choses. Et on se retrouve avec une municipalité, avec en tête de liste le maire Jean-Marie Hubert, qui à l'heure d'aujourd'hui est en train de détruire le travail qui a déjà été accompli. Aujourd'hui, nous sommes fatigués, nous sommes des jeunes Port-Louisiens. Non seulement qui travaillent avec le Cabana Beach, qui travaillent pour le Cabana Beach, mais aussi des jeunes Port-Louisiens qui sont des porteurs de projets de Port-Louis et qui subissent non-stop la méchanceté de cette nouvelle municipalité. Aujourd'hui, on reproche même à Cabana Beach de recruter des jeunes de la rue. Alors, il ne veut pas que les jeunes sortent de la rue, on ne comprend pas. Donc aujourd'hui, nous sommes mobilisés en tant que jeunes Port-Louisiens pour que cette politique anti-jeunesse puisse cesser et qu'on puisse voir de nouveaux jours pour la jeunesse guadeloupéenne et port-louisienne. Porteurs de projets et administrés ont rencontré hier le président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Guy Losbar a pu rassurer tous ces acteurs économiques sur l'investissement de la collectivité autour des problématiques existantes. Olivier Félix. Depuis quelques années, nous avons eu des écoulements d'eau au niveau du lotissement Les Cerisiers et les Plaines de Bourdon. Donc nous avons tenu à rencontrer le président pour faire le point un petit peu sur les différentes demandes que nous avons formulées et les différents engagements que nous avons pris ensemble pour mettre en place un plan de suivi sur cette problématique. Donc la question pour nous aujourd'hui, c'était de sensibiliser le président sur le retard qu'a pris cette procédure et de remettre en place ces actions. Une matinée riche en échanges, puisque ce qu'on veut, c'est renforcer le lien avec les administrés. Nous avons eu une réunion publique
vendredi dernier, que nous ferons chaque mois dans une ville différente, de manière à expliquer les problématiques de la CNBT, mais aussi quelle politique publique que nous mettons en place et que cela se fasse en toute concertation avec la population et qu'ils puissent s'approprier les différents projets. Aujourd'hui, c'était surtout donc, des porteurs de projets, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs économiques, sociaux ou dans le monde de l'environnement qui souhaitent être en partenariat avec la CNBT. Donc, on s'est rencontrés aujourd'hui et c'était pour qu'on puisse définir ensemble tout un ensemble donc, de projets, d'objectifs qu'on s'est fixés, mais aussi donc, les administrer pour des problèmes plus quotidiens et plus personnels. Nous, à ce stade, nous pensions que le dossier était plus ou moins en sommeil, voilà. Mais nous avons pu réveiller ce dossier et donc nous avançons vers une issue qu'on pourra pour le moment prétendre favorable. Nous avons un projet qu'on a intitulé 2023, année du fruit à pain. Depuis 2015, notre association travaille sur le fruit à pain. Après donc un certain nombre d'années, nous pensons que les choses ont suffisamment avancé pour que nous puissions maintenant parler de l'année du fruit à pain. L'année du fruit à pain, événement pendant lequel vont se succéder un certain nombre d'actions bien précises. On veut que vraiment le fruit à pain soit la marque au niveau de la CNBT. Cette année a été déclarée par l'association et par la CNBT l'année du fruit à pain. Donc chaque mois, nous aurons une manifestation sur le fruit à pain. Ça peut être initiation au goût avec les écoles. Ça peut être une journée où tous les restaurateurs font des plats à base de fruit à pain. Cela peut être où les administrés, on leur demande de planter des arbres à pain. Diverses manifestations, mais ce que nous voulons, c'est que chaque mois, qu'il puisse y avoir une manifestation pour que le Nord Basse-Terre soit vraiment le territoire du fruit à pain. Les maires de Guadeloupe, Martinique et Guyane se sont donné rendez-vous ce matin à la résidence départementale du Gosier pour évoquer les problématiques des territoires ultramarins. Cette rencontre politique était initiée par l'Association des petites villes de France. Maxime Morel était sur place. L'Association des petites villes de France est très représentée ici en Guadeloupe, mais également en Martinique et en Guyane. Et tous les ans, nous organisons alternativement en Martinique et en Guadeloupe une rencontre qui permet d'évoquer des sujets qui sont des sujets importants pour les collectivités, de travailler avec eux aussi des propositions. C'est pas simplement de l'information, c'est pas simplement l'occasion de se retrouver pour échanger sur nos préoccupations, mais c'est de viser des solutions, d'être force de proposition aussi auprès des pouvoirs publics à partir de ce qu'on peut entendre ici auprès des élus qui sont sur le terrain. Quand l'Association des petites villes de France a choisi la Guadeloupe, pour nous, c'est un honneur de se rencontrer ici et de réunir la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et les petites villes de France sur des thématiques qui sont des thématiques d'avenir. Parce que ce qui est important, ce n'est pas toujours de courir après le passé, mais c'est bien de construire demain. Donc nous sommes en train effectivement de travailler sur des sujets prégnants sur lesquels nos communes, les petites villes, auront besoin demain de se développer. La question de la transition énergétique est primordiale pour construire l'avenir. C'est un sujet d'avenir ô combien important dès aujourd'hui, notre transition écologique, de pouvoir partager les expériences des autres maires de communes, notamment de Guadeloupe. Donc pour nous, c'est un plus pour notre gestion communale, venir s'enrichir, venir débattre et venir partager aussi notre propre expérience. C'est le rôle d'une association comme la PVF que de fédérer les collectivités, de ne pas les laisser en difficulté lorsqu'elles rencontrent des obstacles, mais au contraire, c'est l'union qui fait la force. C'est la capacité pour une association de fédérer un maximum de collectivités, d'être reconnue pour être une association qui fait des propositions. Exigence et constructive. Exigence, ça veut dire que quand on n'est pas content auprès des pouvoirs publics, on le dit avec force, mais en même temps, on essaye systématiquement d'offrir des solutions, des propositions. Et nous nous rendons maintenant du côté de Bemao avec l'ouverture du Salon de l'orientation et de la formation. Plusieurs parcours étaient présentés ce matin. Un reportage de Samori Abissur et Frédéric Bastaro.
Nous sommes ici dans le cadre du SOFM, c'est le Salon de l'étudiant. C'est un espace au WTC, un espace qui permet aux étudiants de pouvoir rencontrer les différentes écoles et les différents corps de métier. Ce soir aussi, ça peut être aussi les OPCO, ça peut être aussi la gendarmerie, tout ce qui est quoi encore, même le management, le digital, voilà. Donc tous les différents corps de métier pour pouvoir les préparer pour l'avenir. Alors dans le BTS audiovisuel, on fait du son, de l'image, la TIE. La TIE, c'est technique d'ingénierie et exploitation du matériel. C'est tout ce qu'on touche de tout. Il y a aussi du montage. On fait des stages dans des entreprises qui touchent à la télévision plus particulièrement. Mais pas que, la radio aussi. On est là pour essayer de représenter notre BTS parce qu'on trouve que c'est un beau métier, mais qu'il n'y a pas assez de monde qui s'intéresse. Les jeunes d'aujourd'hui sont souvent sur les réseaux, ils touchent beaucoup au téléphone, donc vaut mieux venir au BTS ou mieux apprendre pour avoir une meilleure expérience. Donc aujourd'hui, on est ici pour présenter notre entreprise et du coup les métiers de notre entreprise, donc c'est-à-dire développeur web, chargé de projet, community manager, influenceur. Nous, on est principalement sur les métiers de la communication, du marketing digital et également, je dirais, des réseaux sociaux. On est plus sur ces terrains-là. Donc c'est vrai que ce sont des métiers nouveaux et que parfois les gens pensent qu'il ne faut pas faire d'études pour faire ces métiers, alors qu'au contraire, c'est vraiment des vrais métiers. Chef de projet, de communication, développeur web. Je ne pense pas qu'on peut s'inventer ces métiers-là. On ne peut pas s'inventer développeur web. Il faut vraiment faire des études pour pouvoir faire ça. Le CFAPAG est présent sur ce salon pour présenter l'ensemble de ses formations en apprentissage. Nous sommes donc un centre de formation d'apprentis académiques, donc de l'Académie de Guadeloupe. Nous travaillons notamment avec plusieurs établissements de l'Académie pour des formations en apprentissage. L'apprentissage, c'est une vraie opportunité pour les jeunes parce qu'en fait, l'apprentissage permet aux jeunes d'être en même temps, de travailler dans une entreprise et en même temps se former. Donc il est très important pour eux d'avoir cette formation et d'être accompagnés dans cette formation. Notre centre de formation en apprentissage assure cet accompagnement, assure cette formation, mais un accompagnement global du jeune. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce rendez-vous était important, que ce soit pour les jeunes qui sont ici aujourd'hui, les lycéens, mais aussi pour les demandeurs d'emploi, pour les collégiens, parce que les collégiens aussi peuvent venir chercher des informations, mais aussi ceux qui sont en reconversion professionnelle. Donc c'est vrai, depuis le 19 janvier, il n'y a pas de site qui s'est ouvert pour tous les jeunes qui souhaitent aller faire des études à l'extérieur, mais la région, pour la région, c'est vraiment un moment incontournable pour que les jeunes puissent venir chercher des informations ici dans ce salon. Et puis nous entamons une page culture. La ville de Pointe-à-Pitre accueille l'exposition Casa Condé dans un espace dédié à l'œuvre de l'auteur Maryse Condé au pavillon de la ville. Maxime Morel. Quand j'ai reçu cette lettre, ceux de Sylvie Condé, de l'association Casa Condé, j'ai tout de suite tilté, mais le lieu d'implantation m'est venu en pleine nuit, et c'est pour ça que j'ai titré le document que je vous ai adressé. On l'a rêvé, on l'a fait. C'était une façon de prendre mes responsabilités vis-à-vis de l'œuvre, et de l'engagement de Maryse Condé. C'était pour moi inconcevable de ne rien faire et de rester là, assise dans ma petite vie. Je me réjouis que nous puissions arriver à mettre en place ce projet. Nous allons mettre à disposition 1500 œuvres, des essais, des livres, des documentaires. C'est le fonds Maryse Condé qui nous a été légué en 2009. Mais au-delà, c'est pour donner vie à cette fondation, faire en sorte qu'il puisse avoir des conférences, qu'il puisse avoir tout un ensemble d'actions, et puisqu'au-delà de la mise en disposition donc, de ces livres. La présence de Maryse Condé, qui est une femme qui revendique son ancrage afro-caribéen, mais qui se revendique aussi comme citoyenne du monde, qui est ouverte aux cultures, qui est une femme très ouverte et qui raconte le passé sans s'enliser dans le passé, mais qui regarde franchement l'avenir. Pour nous, cette présence de Maryse Condé à cet endroit-là, effectivement, donnera à ce lieu un autre rayonnement à l'international qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et puis nous recevons ce soir dans notre édition Jules Otto, maire de Vieux Habitants, qui nous parlera du grand forum citoyen. Monsieur Otto, bonsoir. Bonsoir.
territoire. Alors, quel est l'objectif de ce forum? C'est dans le cadre de la commission ad hoc, conseil départemental, conseil régional, avec des élus régionaux, des élus départementaux, et puis des parlementaires, et l'association des maires aussi représentée. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qu'on appelle le comité interministériel pour l'outre-mer, qu'a lancé donc, le ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco. Donc, les élus ont mis en place une démarche pour faire des propositions au ministre. Et pour ne pas rester entre soi, entre élus, parce que souvent on entend la population dire qu'on n'est pas associé, qu'il y a un décrochage entre les élus et puis les citoyens. Et donc le conseil régional et le conseil départemental a pris cette initiative d'aller à la rencontre des citoyens sous les territoires. C'est ainsi qu'on a commencé avec Memorial Act, donc il y a 3 semaines. Puis après, on a été à Petit Canal, du côté du maire de Petit Canal. Et puis samedi dernier, on était à Cap-Esther. Et donc demain matin, 8h30, 13h30, on est place Teddy à Vieux Habitants. Où donc je lance un appel à l'ensemble de la population, donc des citoyens, des acteurs qui font la vie du territoire au-delà des Vieux Habitants, de la Côte-sur-le-Vent, du Sud-Bastère, de venir apporter leur contribution citoyenne à la construction de notre territoire pour demain. Alors, dans cette démarche, il y a un premier volet qui va de immédiat, c'est la question de proposer des fiches d'actions pour renforcer, pour rendre les politiques publiques plus efficaces, parce qu'on entend souvent les Guadeloupéens parler des problématiques liées au transport, liées à l'eau, liées à l'assainissement, liées à l'aménagement du territoire, et qui disent qu'ils ne sont pas suffisamment concertés. Donc, on les concerte là. Et puis, certainement, peut-être que dans les propositions, dans les réflexions, il y a des sujets qui vont aller quereller. Est-ce que la situation actuelle, la situation, on va dire, administrative, la situation institutionnelle, et c'est le bon format? Est-ce que le fait d'avoir département, région, c'est le bon format? Voilà, donc entrer dans une démarche d'évolution dans le cadre du congrès qui se mettra en place peut-être autour du mois de mai, du mois de juin, que le président du conseil départemental aujourd'hui préside, c'est faire le congrès en tenant compte. Ce n'est pas les élus entre soi qui ont décidé qu'on va faire un congrès. On fait un congrès à partir, et si c'est nécessaire, à partir des réflexions que les citoyens donc, ont proposées. Donc c'est pourquoi, pour nous, c'est essentiel, c'est important, et ça a bien marché dans les 3 territoires qu'on a eu à expérimenter. Et là, maintenant, c'est le 4e territoire qu'on va expérimenter demain matin, c'est le Sud-Bastère avec la ville de Vieux Habitants qui a été choisie. Donc pour moi, c'est un honneur que la région, le département ait choisi donc, la ville de Vieux Habitants pour faire ce forum. Donc je reprends cette invitation. Demain à 8h. Demain, 8h30, 13h30, dans une place, c'était Dirinaire, donc notre Dirinaire international, et donc demande à la population de Vieux Habitants et à l'ensemble des acteurs du Côte-sur-le-Vent de venir contribuer et participer à ce forum citoyen. Et justement, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Après le congrès, quelle sera la suite? Eh bien, le congrès, les élus vont discuter entre eux. C'est est-ce qu'on va vers ce qu'on appelle une évolution institutionnelle, toute évolution statutaire. Mais ça, il faut attendre le débat au niveau du congrès et puis enclencher une démarche. On sent très bien qu'il y a certainement à revisiter. Ceci étant dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment être plus efficace dans nos politiques publiques et comment optimiser le dispositif qui existe déjà. Est-ce qu'on a bien exploré la situation actuelle et est-ce qu'on a bien exploré les moyens qui sont à notre disposition pour faire en sorte que la politique de l'eau soit plus efficace, pour faire en sorte que la politique du transport soit plus efficace, et ainsi de suite. Mais peut-être certainement qu'il y aura, ou probablement qu'il y aura des sujets qui vont aller quereller la situation actuelle. Et donc, il faut rester ouvert. Donc, après le congrès, c'est d'enclencher cette démarche, d'aller toujours de continuer. Parce qu'on ne pourra pas évoluer sur le plan statutaire, sur le plan institutionnel, sans l'accord de la population. Donc, il faut rester. Et la démarche qu'on a enclenchée là, après le congrès, je pense qu'il y aura un retour vers la population et continuer à être dans cette démarche participative, dans cette démarche de co-construction, parce qu'il faut vraiment, effectivement, par rapport à des politiques qu'on menait en place, la manière dont les politiques travaillaient avant, il faut maintenant que les politiques commencent à être peut-être entre 2 élections, trouver des temps de discussion, d'échange avec la population. Et c'est ce qu'on fait à travers ce forum-là. Merci beaucoup, Monsieur Otto. C'est la fin de votre tranche info. Je vous souhaite une très belle soirée à tous sur Canal 10 et un très bon week-end.